méthode de participation. C'est une démarche participative que l'on appelle le co-design. Alors, un terme qui vient vraiment du monde de l'entreprise et qui est de plus en plus mobilisé, notamment en pédagogie. Ce n'est rien d'autre et ce n'est pas une méthode en soi nouvelle. On est vraiment sur un outil, le co-design, qui permet, et je pense que c'est sa grande vertu, essentiellement de varier les formes pédagogiques et les modalités de discussion. Essentiellement pour répondre aux différents types de profils qu'il peut y avoir au sein d'un collectif, où on a des personnes qui seront à la fois plus à l'aise et plus adeptes de temps de discussion, d'autres qui sont plus visuels, je pense qu'on peut dire plus créatifs, puisqu'il peut y avoir une créativité aussi dans le dialogue. Enfin, vous voyez, l'idée c'est vraiment de pouvoir varier différentes formes, on pourrait dire, d'apprentissage, et du coup de pouvoir mobiliser différents types de manières de fonctionnement, de manières de fonctionner qui permettent à tout un groupe de s'y retrouver. Alors, le co-design, c'est les deux phases qui ont été évoquées, divergence, convergence, avec l'idée que souvent sur un objet, sur une thématique, en partant sur des univers différents, effectivement c'est ludique, effectivement ça dédramatise peut-être parfois l'objet sur lequel on planche, et puis ça permet aussi d'extraire un certain nombre de généralités ou de critères un peu communs à ces différents univers qui, lorsqu'on les fait un peu converger, permettent de ressortir des éléments un peu structurants. Alors quand on a discuté avec l'équipe du CERFET de l'usage, dans le cadre de cette journée de la méthode, de la démarche, sans doute parler de démarche co-design, j'avais à ce moment-là un peu illustré le propos en expliquant une séquence lors de laquelle on avait utilisé le co-design dans le cadre d'un projet que l'on mène au niveau de l'Université catholique de Lille et de son pôle santé, où on réfléchit à la construction de nouvelles modalités d'apprentissage du soin. On parle d'apprentissage. Évidemment, ce n'est pas qu'une question de méthode pédagogique, c'est une question aussi de situation éducative, d'environnement d'apprentissage qu'il faut repenser pour les rendre, j'emploierai le terme cet après-midi, plus capacitants, c'est-à-dire que ces environnements rendent capables les acteurs d'apprendre. Donc c'est toutes des réflexions qui sont menées sur base de séances de type co-design tel que vous l'avez vécu ce matin. Alors, il faut replacer le co-design pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un outil, c'est sûrement pas à lui seul le dispositif vertueux qui va résoudre tous les problèmes, il faut vraiment être très au clair là-dessus, mais ça a en tout cas largement vocation à faire émerger des dimensions qui n'émergeraient pas spontanément dans des dispositifs peut-être plus formels aussi de discussion. La séance de co-design a vraiment vocation aussi à réinjecter un petit peu peut-être d'informel à travers des séquences de ce type. On illustrera le propos via une démarche très expérimentale pour le coup, à savoir les méthodes de confrontation à l'activité. Je ne sais pas si le terme vous est familier, si vous avez déjà entendu parler de ces choses-là. Donc les méthodes de confrontation à l'activité, j'y reviendrai tout à l'heure pour vous situer un petit peu l'horizon de cette démarche, qui consiste à confronter, comme son nom l'indique, des acteurs à leur propre activité via des traces audio-vidéo de leur activité. Donc très simplement, j'ai eu l'immense bonheur, le privilège d'accompagner Gaëlle ici présente, membre de l'équipe formation santé de Péranchy, au domicile d'un patient pour filmer son activité d'éducation thérapeutique auprès d'un patient. Donc c'est ça qu'on se propose, parce que c'est un travail évidemment collectif, de vous présenter aujourd'hui dans une logique aussi d'évaluation de l'outil méthodologique lui-même. C'est-à-dire que moi j'ai fait une analyse et j'ai traité les données dans ce cadre-là de la démarche d'autoconfrontation de Gaëlle à sa propre activité, et puis après d'une démarche plus collective qui a été menée, c'est-à-dire l'analyse collective de l'activité de Gaëlle par
son équipe. En l'occurrence, l'équipe de formation santé à Péranchy, évidemment en présence de Gaël qui était là pour répondre aux questions de ses collègues. C'est la limite de l'auto-évaluation, et c'est la même limite qu'on pourrait finalement assigner à l'évaluation, c'est-à-dire auto-évaluation, pourquoi faire alors on peut, et moi je dirais je ne jetterai pas la pierre à ce type de démarche, on peut se limiter, se cantonner à un moment donné à une prise de conscience de dysfonctionnement ou autre. On peut être plus ou moins résistant au changement ou à l'évolution de nos pratiques pour tel ou tel type de raison. Aussi parce qu'on peut évoluer au sein de contextes qui ne favorisent pas cette évolution des pratiques, cette transformation des pratiques, parce que souvent, je dirais, les leviers du changement ne sont pas exclusivement individuels. Ils sont, évidemment, dans la logique plus socio-constructiviste, on est dans une approche plus contextuelle, et on verra tout à l'heure, ce sera un petit peu, je dirais, une fine là où je veux en venir, c'est en bougeant aussi ou en essayant de faire bouger autant que possible les organisations et en essayant de faire en sorte que ces organisations nous donnent aussi la capacité d'agir et d'évoluer, que l'on peut réellement rentrer dans ces logiques-là. Le parallèle, c'est la notion de réflexivité que vous abordez là, c'est-à-dire on devient réflexif par soi-même en partie, mais aussi parce qu'on évolue au sein d'organisations qui favorisent cette réflexivité. Alors, on peut soi-même rentrer dans une démarche réflexive, mais si la réflexivité vise à modifier nos pratiques, on pourra modifier nos pratiques puisque c'est l'institution elle-même au sein de laquelle on évolue, est réflexive et nous permet, les leviers du changement, nous permet d'expérimenter de nouvelles pratiques, par exemple. Si ce n'est pas le cas, on peut être réflexif, on peut prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ça peut, à certains égards, générer un petit peu de souffrance, si d'ailleurs on n'a pas les leviers d'action pour changer les choses. Bon, on peut déjà dire que dans un premier temps, la prise de conscience, la conscientisation, c'est sans doute une première étape assez essentielle de la démarche, mais insuffisante, clairement, pour rentrer dans une logique de changement. Il y a souvent, je pense, et je vous renverrai volontiers la balle pour qu'on puisse interagir là-dessus, je pense qu'il y a toujours une certaine forme de suspicion sur la portée et la visée des démarches évaluatives. J'inclus l'auto-évaluation dans l'évaluation, hein, vous avez compris dans ma perspective. Il peut y avoir en tout cas des questions autour de ça, très clairement. Et verrez par la suite, je vais beaucoup insister autour de la dimension plus collective, c'est-à-dire que très souvent, et là on rejoint aussi évidemment votre première intervention autour de la norme, on pourrait dire des dispositifs posés un peu a priori, c'est que en ne participant pas suffisamment à l'élaboration des objectifs même de l'évaluation et du dispositif qui va nous permettre d'évaluer nos pratiques, forcément, on se retrouve un peu extérieur, en quelque sorte, à la démarche, et du coup, on ne partage pas spontanément, ou on ne fait pas spontanément confiance à ce qui est mis en œuvre, et j'allais dire c'est bien naturel. Donc c'est bien, je dirais, la question pour moi, elle est plutôt en termes de participation. Tout à l'heure, on va venir sur les logiques d'empowerment, par exemple, qui sont un peu structurantes des pratiques en ETP, c'est en tout cas ce qu'on lit beaucoup. C'est-à-dire, si on s'applique un petit peu le modèle, je dirais, à nos propres pratiques pédagogiques de soins, voilà, on pourrait dire que c'est la participation active à la construction des dispositifs, à la finalisation aussi des finalités, à la réflexion sur les finalités et du coup aux méthodes qu'il faut mettre en place pour y parvenir. Cette participation active des acteurs qui sans doute peut être un levier d'une plus grande implication dans ces logiques-là. Hein, or là, on observe assez souvent, en tout cas, semblerait, des logiques non suffisamment impliquantes et du coup des démarches de formation ou d'évaluation posées un petit peu de manière extrinsèque, pour le dire comme ça, aux acteurs. Enfin, je ne sais pas si ça... Si, parce qu'en fait, ce qui m'a marqué dans la diapo d'avant, c'est l'auto-évaluation favorise la réflexivité. Et en fait, je pensais l'auto-évaluation, oui, si elle vient de soi, parce que sinon, si elle est imposée par l'ARS, par exemple, on n'a pas l'impression que ça favorise la réflexivité, voire qu'il y a un phénomène de résistance ou de réactance. Mais justement, ça me fait penser, pour avoir un tout petit peu suivi justement Marilyn qui suit elle-même les évaluations qu'il fallait rendre quadriennales, on voit bien qu'il y a dans les équipes, il y avait quand même l'idée que c'est du contrôle. Par exemple, sur les indicateurs, il fallait mettre les bons indicateurs, ceux qui marchent, alors que justement
le discours de Marilyn, c'était mais non, mais c'est pas grave si ça marche pas, c'était plutôt une perspective d'accompagnement, c'était mais mettez ce qui se passe. Et on voyait que, enfin, du peu que j'en ai vu dans les équipes, c'était contrôle, hein, la grille. C'est la lecture qui en est faite. Il s'agit bien de la lecture qui en est faite. Parce qu'en fait, la grille en elle-même ne va pas dans ce sens-là. Oui, mais c'est la lecture qui en est faite par les professionnels qui la pratiquent. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, c'est comment soi-même on peut être pris dans des représentations que l'on a de la tutelle ou d'un organisme, et donc on donne des réponses présupposées attendues, comment on alimente un système qui s'auto-alimente dans un sens qui n'est pas le sens du soin ou de l'éducation du patient tel qu'on la pense et qu'on la partage, à mon avis, tous ici. Mais ça, je trouve que peut-être que si les professionnels prennent conscience de ça, les choses vont bouger un peu, les lignes peuvent bouger. En même temps, ce que vous avez dit, je trouve que ça répond aussi à la question, c'est-à-dire cette évaluation-là, dans ce cas-là, elle tombe de l'ARS, poum, la voilà. Oui. Alors que peut-être, je ne sais pas, que si cette institution s'était déplacée en disant on va faire une évaluation, à votre avis, comment il faut la faire? Est-ce qu'il faut un tableau Excel de 45 pages avec un manuel de 70 pages pour comprendre le tableau Excel? Ou qu'est-ce que vous voulez y mettre? Probablement, ce serait, les gens auraient, comment on dit, se seraient approprié autrement la chose que, poum, la voilà. Mais pourtant, la demande d'outils et de choses quand même très formatées est aussi une demande qui vient des professionnels, quel que soit le lieu d'exercice, hein, d'ailleurs, soit le soin ou l'entreprise. Je pense qu'à travers l'exemple de l'autoconfrontation, d'ailleurs qu'on pourrait illustrer, on pourrait avoir un échange aussi sur cette nature-là, c'est-à-dire de voir aussi comment, sur base d'une expérience, d'analyse d'une activité menée par une personne au sein d'une équipe, et de l'appropriation par l'équipe de cette démarche-là, quelles questions ça pose à l'équipe. Et qu'est-ce que l'équipe pense pouvoir ou aurait envie d'en faire. Ça, à mon avis, c'est des leviers qui seront intéressants à questionner. C'est une hypothèse que je pose à ce stade-ci, qu'on va essayer de creuser ensemble, que l'évaluation est porteuse d'une dimension, d'un enjeu éthique. Et que c'est ça qui va essayer de clarifier, évidemment, à travers la question de pourquoi on évalue. Il y a un petit peu le fil conducteur aujourd'hui, à la fois de la journée de la réflexion, je vous livre, je soumets à votre sagacité. Donc d'essayer de repartir un petit peu des éléments fondamentaux de l'évaluation, avec le postulat que l'auto-évaluation doit être intégrée ou doit être pensée comme contributive d'une démarche globale d'évaluation. C'est un petit peu le fil conducteur, et que dans ce cadre-là, il convient de s'interroger sur les objectifs, les visées de nos pratiques, puisque c'est bien cela qu'on évalue in fine. Donc l'enjeu de la deuxième partie sur l'empowerment, c'était de repartir de cette idée d'empowerment que j'ai moi trouvé dans la littérature et que je vous ai ici soumis, que c'était a priori la visée, la finalité communément admise, on va dire comme ça, des visées de l'ETP, mais qu'en même temps, à travers ce que j'ai essayé de vous présenter, à la fois les fondements un peu théoriques de ces démarches-là, l'enjeu c'était aussi d'ouvrir une perspective un petit peu critique, de montrer ce que ça implique. Les implications, elles sont individuelles, elles sont collectives, elles sont donc aussi organisationnelles, institutionnelles, que ça nécessite effectivement une plus grande participation du patient, ce qui est la logique de l'empowerment, mais que ça signifie aussi, en termes d'application très pratique, qu'il faut être en capacité d'analyser l'activité menée, notre propre activité d'éducation, pour en comprendre les ressorts, les fondements, et être capable de repenser nos pratiques. Tout ça parce que l'arrière-fond théorique, d'un point de vue pédagogique, c'est que notre propre activité, surtout dans une logique socio-constructiviste telle que je l'ai rapidement balayée tout à l'heure, fait que nous avons un impact sur la relation éducative. La relation éducative impacte de manière évidente l'apprentissage. Le dispositif que l'on met en œuvre impacte l'apprentissage, et qu'il faut être capable d'analyser ce dispositif et de s'auto-évaluer en train d'agir finalement au cœur de ce dispositif pour vérifier, pour évaluer en quoi on contribue
à une démarche d'empowerment et identifier aussi ce sur quoi, en termes de compétences par exemple, mais pas uniquement, on a peut-être à travailler. Pour vous situer le propos et vous permettre aussi de prolonger si ça vous intéresse. Donc l'objectif des méthodes de confrontation, je l'ai déjà largement évoqué, hein, comprendre et auto-évaluer son agir à partir des traces audio-vidéo de son activité. Donc c'est vraiment se revoir agir et commenter les traces de son action, les traces audio-vidéo, pour envisager les pistes de transformation. Les fondements théoriques, on retrouve essentiellement ça dans le cadre de la clinique de l'activité d'Yves Clos ou des théories de l'activité que j'évoquais d'Erstrom. Vous avez toute une littérature très abondante et des champs d'application aussi de plus en plus abondants. Psychologie du travail au départ, bon, Yves Clos ayant beaucoup œuvré dans ce champ-là, mais aussi les champs de l'ergonomie, des sciences de l'éducation, des sciences de gestion et sans doute d'autres que je n'ai pas ici, abordées. Cette démarche consiste très concrètement, et comment on a procédé, pour rentrer dans le vif du sujet, à mettre les acteurs des pratiques en situation professionnelle, une vraie activité, j'ai envie de dire, et non pas une expérience simulée. Ça aussi, hein, c'est une distinction qu'on peut faire entre des démarches pédagogiques où on fait des jeux de rôle, où on met en situation d'eux, mais de manière décontextualisée. Et là encore, c'est utile et on ne va pas ouvrir ce débat-là. Là, on est vraiment au cœur de la situation, dans un contexte authentique. Faire analyser à chaud l'activité réalisée, donc même de manière informelle, dans une simple discussion, hein, voir ce qu'il en ressort, et puis confronter cette première analyse, ce premier retour réflexif, on pourrait dire, des acteurs sur leur activité, à quelques séquences du film retraçant leur activité. Alors ici, j'ai mis quelques séquences, parce que globalement, c'est comme ça qu'on procède en autoconfrontation. Vous verrez tout à l'heure que je vais insister sur une dimension qu'on a mis en place. Nous, on a travaillé sur l'entièreté de la séquence pédagogique, qui était 1 heure d'activité. Là, c'est un parti pris à la fois méthodologique et théorique, c'est de considérer que remobiliser quelques séquences, c'est déjà faire des choix et interpréter la situation. Se le repasser dans son entièreté, c'est prendre en compte la globalité de la situation et l'impact de la globalité de la situation. Autrement dit, dans beaucoup de séquences d'autoconfrontation, on a un chercheur, donc en l'occurrence c'était moi qui était avec Gaël, qui, sur base d'interpellation de ce qu'il observe, pointe les séquences vidéo qu'il voudra repasser. Et, a priori, on peut considérer contribuer à l'apprentissage des acteurs et des organisations à condition d'aller à l'étape d'après. Là, c'était un petit peu anticipé comme propos pour le coup. Elle constitue un levier potentiel d'évolution des pratiques. J'ai quand même pointé de manière assez évidente les limites temporelles, les limites aussi en termes de compétences d'animation que j'ai essayé d'illustrer mais au sein de l'équipe, et on pourrait dire aussi les limites techniques qu'il peut y avoir à mettre en œuvre ce type de dispositif au-delà de l'intérêt. C'est aussi pour faire droit à la dimension qu'on évoquait tout à l'heure. On a parfois des logiques d'évaluation un peu strictes ou un peu formelles, parce que c'est compliqué de mettre ça en œuvre aussi. Il ne faut quand même pas, se le cacher. Dernier point pour moi important, c'est la démarche d'apprentissage. Ce qui émerge fortement, c'est que cette démarche d'évaluation, prise au sens global, hein, donc intégrant l'auto-évaluation, est rigoureusement, j'allais dire, une démarche d'apprentissage, et nécessairement plutôt une démarche d'apprentissage des acteurs, par l'expérience, par la réflexivité sur ce type de démarche, c'est-à-dire la participation à ce type de démarche, mais aussi une démarche aussi des organisations qui doivent être capables de se rendre plus apprenantes, et merci encore, parce que c'est l'illustration, je pense, de votre propos, c'est-à-dire être apprenante, ça veut dire être capable de se regarder animer ce type de séquence, de se regarder agir, et le projet de l'équipe de formation suite à ça, par sous votre contrôle, c'est d'essayer que chaque personne puisse passer dans une séquence d'autoconfrontation, pour pouvoir collectivement réexpérimenter la démarche et progresser collectivement. Donc se rendre apprenante pour construire des compétences et des connaissances qui soient non pas uniquement individuelles, mais plus globalement collectives, pour toujours être sur les deux niveaux, individuel et collectif, et organisation aussi plus capacitante, c'est-à-dire le fait de, peut-être pas systématiser, mais de reproduire ce genre de démarche, peut rendre les acteurs capables de développer de nouvelles compétences. Autrement dit, c'est un choix aussi d'une organisation d'opter ou pas pour ce type de démarche. Alors, elle n'a pas toutes les vertus, hein, encore une fois, même certainement pas mal de limites. La question, c'est que ce type de démarche ou d'autres, c'est un choix aussi, je vais dire, politique, même au niveau d'une organisation, de le faire ou de ne pas le faire. C'est une manière aussi de dire qu'on a des leviers
qu'on a des leviers pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question de volonté que vous évoquiez tout à l'heure, qui est à la fois individuelle et collective, de s'engager ou pas dans ce genre de démarche. Avec toutes les contraintes et en ayant en tête tout ce que ça nécessite, c'est-à-dire effectivement c'est lourd, c'est compliqué, mais il y a une question, je croise le regard de mon collègue Dominique, et je pense au mot responsabilité, parce que c'est une question qui l'habite toujours, et je pense que une démarche, la responsabilité des acteurs et des institutions, c'est aussi de pouvoir s'engager ou pas dans cette démarche, mais c'est un choix qu'il faut aussi, je pense, assumer. Je finirai juste par la visée éthique de Paul Ricoeur. Autour de ça, j'avais tout à l'heure abordé la question de l'évaluation et de l'éthique en disant que, vous voyez bien, quand on parle d'organisation à la fois apprenante et capacitante, c'est l'idée que c'est cette capacitation des individus et des collectifs qui peut réellement tendre vers la visée éthique, d'une transformation des pratiques des acteurs et des contextes, et puis d'intégration des différentes dimensions qu'on peut ici, je pense, mettre assez largement en regard des visées de l'empowerment.